c'est que sur le plan individuel, avec ce confinement et avec des préoccupations qui sont recentrées finalement sur l'essentiel, on se rend compte que la valeur fondamentale, c'est la solidarité. David Saada, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Or. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été pendant de longues années le directeur général du Fonds social du FSJU, que vous êtes aujourd'hui écrivain, que votre dernier ouvrage, La trace du Sinaï, parle de l'antisémitisme à travers les siècles sous un prisme des rabbinim, de tous les rabbinim de différentes époques qui pouvaient mesurer aussi à chacune des époques ces expressions d'antisémitisme. On va reparler dans quelques instants d'antisémitisme, mais avant tout, je voudrais, vous qui êtes, on va dire, confiné en France actuellement, alors que vous vivez en général en Israël, vous partagez votre temps entre la France et Israël, mais vous êtes actuellement en France à Paris. Je voudrais que vous nous livriez votre éclairage de ce qui est en train de nous arriver à tous ici en Israël, à Paris, en France aussi, dans la communauté juive de France en particulier, qui est durement touchée par le coronavirus. Qu'est-ce que tout cela vous inspire comme réflexion ? Écoutez, il y a évidemment les aspects que tout le monde peut constater, parce que nous sommes véritablement tous concernés. Il y a l'aspect sanitaire, une crise sanitaire. Il y a l'aspect économique qui est une bombe à retardement dont on ne sait pas comment elle va exploser, mais elle va exploser à un moment ou à un autre parce que ce sera la conséquence du confinement. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur un autre aspect qui me paraît encore plus profond à propos de cette crise que nous vivons. Et je dirais, cet aspect-là, c'est au fond une mise en question de la civilisation mondialisée, globalisée, comme disent les anglo-saxons, dans laquelle nous vivons. C'est une mise en question des fondements de cette civilisation. Pourquoi ? Parce que sur le plan collectif, cette civilisation repose sur le postulat de la toute-puissance de l'humanité. Ça, c'est sur le plan collectif. Et sur le plan individuel, elle repose sur un individualisme exacerbé. C'est la civilisation du I, du moi, en anglais. C'est le iPhone, etc., etc. Donc, ces deux aspects-là, donc cette espèce de fantasme de toute puissance, et cet individualisme exacerbé sont complètement détruits, remis en cause par finalement quelque chose de totalement invisible, une espèce d'ennemi invisible qui est le coronavirus. On se rend compte que finalement l'humanité, avec tous ses développements, tout son progrès technique et technologique, est véritablement très fragile, extrêmement fragile, que la civilisation qui était telle qu'elle est en train d'être construite sur le plan mondial est une civilisation qui peut s'écrouler. Et la deuxième chose, c'est que sur le plan individuel, avec ce confinement et avec des préoccupations qui sont recentrées finalement sur l'essentiel, on se rend compte que la valeur fondamentale, c'est la solidarité. Et d'ailleurs, les héros du jour, ce ne sont pas les héros de la toute-puissance, ce sont les soignants, ce sont ceux qui donnent pratiquement leur temps et leur vie pour soigner, pour aider les autres. Et donc, je dirais que là, on a une espèce de choc d'ordre éthique. Peut-être on ne s'en rend pas compte tout à fait dans les médias, mais c'est véritablement un choc éthique qui se produit. En termes de Torah, on a finalement les deux niveaux dont j'ai parlé, c'est l'aspect Ben Adam Lamakom, entre Dieu et l'homme, c'est la négation de la toute-puissance de l'homme par rapport à Dieu. Et dans le deuxième aspect individuel, c'est Ben Adam Lechavero, c'est-à-dire la relation de l'homme avec autrui. Et là, on a quand même, dans cet ébranlement éthique, quelque chose de tout à fait inédit, de tout à fait nouveau, dans la mesure où plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui est concernée par ce confinement.
Alors, effectivement, il y a cette dimension, on va dire, de l'ensemble de la planète qui est touchée par le coronavirus. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, et c'est peut-être le calendrier hébraïque qui s'y prête. Il y a le positionnement du peuple juif dans cette dimension. Il y a le peuple juif, il y a l'État d'Israël, la communauté juive en France. C'est-à-dire, on a le sentiment, voilà, la fête a démarré et certains disent que c'est peut-être le michté de Pourim, le festin de Pourim qui a accéléré chez certains la propagation du virus, peut-être en France, peut-être également en Israël, dans différentes communautés. Mais quelque part, il est clair qu'on a le sentiment que les Israéliens en Israël, les Juifs de France en France, sont devant une forme d'examen de conscience. Peut-être, on va dire, on n'est pas à l'époque des fêtes de Tishri, mais on est vraiment dans une situation où on se revoit, on essaye de voir qu'est-ce qui est en train de nous arriver et pourquoi ce virus frappe comme cela. Bon, c'est vrai que apparemment le virus frappe de certaines proportions un peu plus grandes que pour les autres, les communautés juives. Mais ça s'explique de manière rationnelle, je dirais, parce que nous sommes davantage communautaires que les autres. Mmh. Parce que nous avons, je dirais, des rites qui impliquent qu'ils soient forcément accomplis en communauté. Et donc, il y a eu un certain retard, je dirais, à comprendre qu'il y avait une valeur qui est aussi, fait partie de nos valeurs, une des plus grandes de nos valeurs, qu'il fallait mettre en avant. Moi, j'ai eu des discussions avec des amis en Israël là-dessus. C'est Pikuach Nefesh. Il y avait cette valeur de Pikuach Nefesh qu'il fallait comprendre comme étant la valeur à mettre en avant dès le départ. Parce qu'on me disait, oui, mais on suit les règles du gouvernement et ça suffit, on fait le... Non, il fallait dès le départ comprendre qu'il y avait là véritablement un vrai problème, mais bon, tout le monde s'est trompé. On est dans un brouillard depuis le départ avec cette affaire-là. Il faut reconnaître que même les scientifiques se sont trompés, les gouvernants se sont trompés, ils ont réagi souvent avec efficacité, mais en faisant des tâtonnements, que ce soit en France, encore plus en France qu'en Israël. Mais je dirais, à mon sens, nous avons été touchés plus que les autres parce que nous sommes véritablement un peuple qui vit en communauté. Voilà. Et que cette communauté, justement, elle s'exprime en particulier dans une fête comme la fête de Pourim où on mange ensemble, et là, comme la fête de Pessah où on devait manger, où on doit manger, on doit passer une soirée du Seder de Pessah, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension, on va dire, très gashmit, comme on dit en hébreu, très matérielle de la chose, alors que derrière cela, il y a une dimension spirituelle. Oui, bien sûr. Il y a une dimension spirituelle qui est très importante, mais je dirais, c'est une épreuve aussi pour nous, mais je pense que nos rabbinim ont très très bien réagi. C'est-à-dire de dire finalement, toutes ces éléments de Gashmiut, mais qui sont très spirituels, le Seder, le Michté de Pourim, etc., c'est très bien, mais il y a des moments où il y a une valeur qui doit être prise en considération avant ces habitudes importantes que nous avons. C'est Pikuach Nefesh. Alors on va passer un Seder de Pourim comme un Seder de Pessah. Un Seder de Pessah comme on l'a passé au moment de la sortie des îles, chacun chez soi, dans sa famille, en attendant que passe la Magéfa. Oui. Voilà, et donc voilà.
Mais vous parliez de solidarité sociale. Je lisais un texte qui disait qu'effectivement la fête de Pessah et la fête de Pourim, Pourim c'est la dernière fête en fait du calendrier hébraïque selon la Torah puisque ça tombe dans le 12e mois et elle se focalise aussi sur le pauvre, sur le Matanot Laevionim, le don aux nécessiteux. Et la fête de Pessah c'est la première du calendrier. Elle se focalise aussi sur l'invitation à celui qui est nécessiteux, absolument, sur le Kimra d'Episra. Il y a cette notion qu'on en a peut-être oublié, que peut-être le coronavirus essaye de nous rappeler. Je pense que cette situation de crise nous rappelle les deux éléments dont j'ai parlé au début. Il y a sur le plan du rapport avec autrui la solidarité. Et cette solidarité, elle passe d'abord par le sauvetage de la vie d'autrui, c'est-à-dire qu'il faut penser d'abord à sauver la vie d'autrui avant toute autre chose, la tzedaka étant le prolongement de ce passage de la vie. Ça, je pense. Ah, David Saada, on vous a perdu là. Oui, David, allô. Oui. Alors, ça s'est coupé pendant quelques secondes. Alors. Oui. Alors, je disais qu'effectivement, cette notion de solidarité, pour répondre à votre question, elle est véritablement centrale dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais la solidarité, elle commence d'abord par Pikuach Nefesh. Elle commence d'abord par sauver la vie. La tzedaka, Tatzil Mimavet. Elle sauve de la mort, mais en réalité, elle est la conséquence de Pikuach Nefesh. Et donc, je pense que on retrouve la racine même de cette solidarité. Dans Pikuach Nefesh, on est véritablement dans la racine de ce qui est la solidarité que nous demande d'accomplir la Torah. Alors, je parlais de votre livre, La trace du Sinaï, qui est consacré donc à l'antisémitisme ou ce que vous avez appelé la judéophobie à travers les siècles. La question que je vous pose, y compris dans cette pandémie, depuis quelques semaines, eh bien, il y a certains relents antisémites que l'on entend, en particulier en France ou peut-être dans d'autres pays également, selon lesquels, eh bien, ce sont les Juifs qui ont propagé ce virus. Ça s'inscrit dans un cadre qui a déjà été remarqué à travers l'histoire. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'il y a eu des épidémies, comme la peste noire à la fin du Moyen-Âge, on a accusé les Juifs. Aujourd'hui, effectivement, on revoit sur les réseaux sociaux des textes et des caricatures antisémites qui sont effectivement totalement inspirés par cette thématique-là, selon laquelle ce sont les Juifs qui créent tout ça. Mais je dois quand même dire que cet aspect de l'antisémitisme qui ressurgit indéniablement, il se situe dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est il y a une floraison de théories du complot. Par exemple, je regardais hier sur les réseaux sociaux, il y avait tout un développement sur le fait que tout ça a été lancé par la Chine pour pouvoir mettre à genoux l'économie des pays occidentaux et racheter toutes les grandes sociétés occidentales. On est en plein, quand l'homme se trouve devant quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, il a tendance effectivement à essayer de trouver des causes assez immédiates comprises par tout le monde. Et les théories du complot font partie de tout ça. Voilà, donc l'antisémitisme, oui, mais je pense pas qu'il soit essentiel, je dirais, dans le contexte actuel. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien la communauté juive de France, qu'il y a, après ce qui est en train de se passer et le fait que justement la communauté juive de France soit durement touchée, est-ce que il peut y avoir un réveil qui peut s'accompagner, on va dire, d'une démarche d'Aliyah? J'essaye d'expliquer quelque chose qui est peut-être difficile ou peut-être exagéré, mais on a entendu beaucoup de juifs qui se sont plaints de la fermeture des frontières d'Israël au début
de la crise, lorsque l'État d'Israël a très rapidement fermé l'aéroport Ben Gurion et n'a pas autorisé ceux qui n'étaient pas israéliens à revenir au pays. Et beaucoup de Juifs qui ont eu le sentiment qu'ils auraient bien voulu venir ici, mais qu'ils n'ont pas pu le faire. Vous avez remarqué cela Oui, peut-être, mais non, mais je pense que ça a été compris. Franchement, je pense que très très vite, on a compris que le gouvernement d'Israël prenait des mesures qui étaient absolument indispensables. Et d'une manière générale, je pense que, vu de France, puisque moi je me tiens au courant aussi bien de ce qui se passe en Israël à travers la presse israélienne que de ce qui se passe en France, et du point de vue, en tout cas, de la communauté juive, et même, je dirais, des médias en France, on a une très bonne appréciation de la politique qui est menée par Israël. On se dit, finalement, les choses ont bien été prises en main dès le départ. C'est pas complètement le cas en France, où il y a quand même, je dirais, un peu plus que du tâtonnement, des contradictions dans la manière de gérer la crise. Alors que on voit quand même qu'en Israël, non seulement les choses ont été prises en main, mais je dirais que l'adhésion de la population aux mesures qui ont été prises est beaucoup plus grande qu'en France. Beaucoup plus grande qu'en France. Alors justement, peut-être pour cela, peut-être que parfois, les Juifs de France se disent, tiens, est-ce que il s'agit pas là d'une forme d'avertissement, pas tous les Juifs bien entendu, mais certains pourraient dire, il s'agit peut-être là d'une volonté, comme je l'ai entendu, pas plus tard qu'il y a quelques jours dans un enterrement d'un Juif de France qui est mort du coronavirus, de dire, peut-être que finalement notre place est ici dans un État juif pour peut-être être ensemble au niveau de la nation juive face à une telle menace. De toute façon, je pense que la place du peuple juif est en Israël. Oui. Je n'ai pas c'est pas une conviction nouvelle qui me paraît devoir apparaître à l'occasion de cette crise. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça pose des questions, si vous voulez. Cette fermeture d'Israël soudaine pose des questions. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de frustration de dire finalement les Juifs qui vivent en diaspora ont l'impression que finalement ils ont toujours le recours d'Israël qui est toujours ouvert. Et là, cette fermeture qui est comprise, je répète, vous avez compris, c'est vrai que ça a suscité une certaine comment dirais-je, une certaine appréhension. Voilà, une certaine appréhension de se dire mais voilà, et une réflexion. Oui, moi je suis assez, je dirais, c'est pas une réflexion peut-être qui va germer immédiatement, mais qui va faire son chemin. Voilà, qui va faire son chemin petit à petit. Une dernière question, David Saada. Vous allez être ce soir confinés comme des millions de Juifs à travers le monde pendant cette soirée de Pessah. Les pensées, elles iront vers où? Le Seder, comment va-t-il se dérouler? Écoutez, oui, effectivement, ce sera un Seder de Pessah vraiment très très spécial. On sera en comité très réduit avec ma femme et mes filles, mais j'ai mon fils et tous mes petits-enfants qui sont en Israël, et ça fait des années que nous passons le Seder et en Israël et en famille avec de nombreuses personnes, comme la plupart des Juifs. Là, cette année, on va faire un Seder en pensant aux autres, quoi. Voilà, on va avoir de manière permanente la pensée de ceux qui font le Seder loin de nous et qui ont l'habitude de le faire avec nous. Mais voilà, ce sera un Seder un peu particulier, voilà, tout simplement, comme tout le monde va le faire. Et certains vont peut-être choisir l'option Zoom puisqu'elle est autorisée par certains rabbins. Nous, on le fera pas. Voilà, on rejoindra nos proches par la pensée, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, David Saada, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui est difficilement assimilable, ce qui est difficilement compréhensible actuellement, cette épidémie du coronavirus et ses répercussions, on va dire, sur l'ensemble de l'humanité et sur le peuple juif en particulier. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de Pessah, Pessah Kasher Vesameach, où que vous soyez, donc dans le cas précis pour vous à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Shalom. Merci. Shalom, Pessah Kasher Vesameach à vous. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.